أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبلي الله أما بعد ceci étant dit. Alors on continue ce cours sur l'esclavage. On continue la lecture du livre du frère Renaud Klinger aux éditions Sarrazin. On est toujours sur la présentation en fait euh, des différents types d'esclaves entre guillemets et on prend la suite sur l'esclave soldat dans le monde musulman. Donc bismillah. Donc d'abord des soldats, ces esclaves turcs vont aussi très rapidement pénétrer les couloirs effectifs de l'État. Donc là, on parle tu vois, des esclaves turcs qui étaient euh, les gardes rapprochés, un peu l'élite de l'armée abbasside. Et ça, c'est quelque chose qui sera maintenu après sous les Mamelouks, etc. Donc d'abord des soldats, ces esclaves turcs vont aussi très rapidement pénétrer les couloirs effectifs de l'État. À des officiers turcs qui prenaient de plus en plus d'importance, étaient venus s'ajouter des gouverneurs de province et même des vizirs d'origine servile. Mais cette montée en puissance n'a pas été sans risque. Conscients de leur poids, ces esclaves délieurs d'intrigues d'hier se sont très vite allés à participer à de premiers complots. C'est-à-dire que à force que euh, le nombre de ces esclaves augmente, prenne de l'importance au sein de l'État abbasside, dans son armée et même dans son gouvernement, entre guillemets, beaucoup participèrent en fait justement à des complots, etc. À des complots. Donc après Al-Mu'tasim, puis Al-Wathiq, le calife abbasside Al-Muttawakil, qui arrive au pouvoir en 232 de l'Hégire, soit en 847 du calendrier grégorien, sur le trône de l'État islamique, il met fin à la Minha. Donc la Minha, histoire de faire très simple, c'est une inquisition diligentée par les adeptes du mortazilisme contre les savants traditionnels. Ils auront l'appui de trois califes abbassides successifs avant d'être bannis des tribunaux. Donc, c'est-à-dire c'est Al-Muttawakil qui met officiellement fin à la Minha, à la Mihna. Et en remettant en avant et en redonnant de l'importance aux savants de la Sunna. Donc ce calife bâtisseur, parce qu'il aimait beaucoup l'architecture, il a fait notamment construire la grande mosquée de Samara, qui à l'époque était la plus grande mosquée du monde. Donc ce calife bâtisseur s'attire le respect de tout un pan de la société, notamment des imams les plus orthodoxes, mais une dispute autour de la succession émerge durant son règne. Un soir, alors qu'il est au lit, Amut est ainsi brutalement assassiné par un soldat turc. D'aucuns ont immédiatement accusé Al-Mustansir, l'un de ses fils et le calife suivant, d'avoir commandité le meurtre de son père, jaloux qu'il aurait été de ne pas avoir désigné comme successeur. Quoi qu'il en soit, Al-Mutawakil est alors le premier des califes à s'être fait tuer par l'un de ses esclaves soldats. D'autres suivront. Donc en 254 de l'Hégire, soit en 868 du calendrier grégorien, un gouverneur turc du nom d'Ahmed ibn Touloun décide de son côté de prendre son indépendance sur l'Égypte. Les califes abbassides perdent du terrain et doivent à leurs officiers turcs de plus en plus de concessions. À terme, ils finiront par faire et défaire les règnes de la plupart des califes suivants. La lente agonie de la dynastie abbasside, malgré quelques remontadas notables, est en route au profit surtout d'esclaves soldats et d'anciens clients des Mawali. Donc le principe de Maola désigne en ces termes simples un individu libre mais lié à une famille ou une tribu musulmane. Par exemple, euh,
Quand tu prends les convertis, par exemple, René Guénon, Étienne Dinet, Nasreddin, euh, Philippe Grenier, etc., en fait, étaient tous des Maolas, suite à leur conversion, des Maolas de tribus ou de tariqas soufis. Voilà. Ils étaient libres, mais étaient placés sous une forme de protection, d'influence et de construction en tant que musulmans de par des tribus ou des tourouks soufis. En gros, c'est ça un Maola. Donc il y a deux types de Mawali. Donc l'ancien esclave ayant gagné son affranchissement, puis le non-arabe converti à l'islam. Tous deux devaient alors se lier à un entre guillemets patron, souvent l'ancien maître pour l'affranchi, l'homme par qui le non-arabe a gagné l'islam, et lui était à de nombreux égards redevable. Libre, le Maola n'avait pas le même statut que le commun des Arabes musulmans. Il pouvait être, il pouvait être contraint de payer la jizya malgré leur conversion, en plus de la zaka, et devait théoriquement s'en tenir à certaines règles de bienséance en compagnie d'un arabe. Ne pas le devancer en marchant dans la rue, ne pas s'asseoir en compagnie d'arabes restés debout, etc. Des mesures souvent peu suivies. Les Mawalis seront omniprésents dans les armées de l'ère omeyyade et plusieurs d'entre eux gagneront le titre d'officier ou de commandant militaire. On attribue souvent les conquêtes de la péninsule ibérique et des Indes à des Mawalis berbères d'un côté et perses de l'autre. Par exemple, d'une certaine manière, on peut dire que même s'il y a divergence sur cette question-là, mais d'une certaine manière, Tariq ibn Ziyad est un Mawali, est un Maola. Et j'ai perdu le nom, mais celui qui a fait la conquête de l'Inde sous l'autorité et la protection de Al-Hajjaj ibn Yusuf était un Maola également. Donc les Abbassides, qui avaient largement bénéficié de leur aide pour renverser les Omeyyades, mettront progressivement un terme à cette situation. Donc le statut de Mawali codifié comme c'était sous l'époque des Omeyyades. Donc l'esclavage militaire va continuer sans jamais s'arrêter. Turcs, ils sont aussi quelquefois des Arméniens ou des Slaves, comme à Al-Andalus, ou des émirs puis des califes omeyyades rescapés du massacre de leur famille lors de la révolution abbasside en 132 de l'Hégire, soit en 750 du calendrier grégorien. Vont aimer s'entourer de ces guerriers européens à de mêmes desseins. Même goût pour l'esclave soldat, puis même sort lors de la chute du califat omeyyade d'Al-Andalus en 422 de l'Hégire, soit en 1031 du calendrier grégorien. Plusieurs des dynasties qui vont émerger à cet instant auront des émirs d'origine slave et servile. Et là, on parle ici des taïfas, donc des différentes dynasties régionales qui conserveront des territoires à l'Andalus, mais qui ne seront plus sous l'autorité unique du califat omeyyade de Cordoue. Nanana. Une même fortune touchera à peu près toutes les dynasties que le monde musulman va connaître. Ainsi, des Fatimides en Afrique du Nord, des Bouyides en Perse, des Raznévides en Inde et des Seljoukides sur tout le Moyen-Orient. Tous vont confier les armes de l'État à des soldats, souvent turcs, mais aussi d'Afrique noire pour les Fatimides, au statut servile, ayant avant d'avoir à composer avec eux pour le meilleur et pour le pire. Dans l'exercice du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir. À la fin du 6e siècle égérien, soit à la fin du 12e siècle grégorien, le Kurde Salah ad-Din avait bien réussi à refouler les croisés de Jérusalem aux côtés de soldats essentiellement libres. Sa descendance, c'est-à-dire la dynastie des Ayyubides, fera un usage immodéré d'esclaves dans ses forces armées. C'est alors là, dans une Égypte fragilisée par des Ayyubides incapables de s'entendre entre eux, qu'un fait tout à fait unique dans l'histoire se produisit. Des esclaves prennent le pouvoir et fondent leurs propres États. C'est la naissance en 648 de l'Égypte, soit en 1250, du sultanat des Mamelouks d'Égypte. Donc, anciens esclaves au service des émirs ayyoubides, ces natifs du Caucase et des steppes de l'Asie centrale
vont diriger pendant près de 3 siècles ce qui sera la nation musulmane la plus puissante de l'époque. Nous reviendrons sur le cas de ces esclaves rois plus tard. L'esclave soldat va alors connaître ses heures les plus mémorables sous le règne des Ottomans, donc parti de l'Anatolie profonde. Cette famille née d'un Turc nommé Osman va d'abord et pendant près d'un siècle étendre son domaine par la seule force de ses alliés et de mercenaires payés par le butin. À la fin du 8e siècle de l'Hégire, soit au 14e siècle chrétien, ils ont conquis déjà plusieurs milliers de kilomètres carrés de l'Anatolie à l'Europe de l'Est. Le sultan du moment se nomme Mourad Ier. Constamment à la guerre, il pénètre le royaume serbe et la Bulgarie jusqu'à complètement encercler l'empire byzantin. Mais il manque d'hommes et surtout d'une armée faite de professionnels. C'est un- c'est ainsi qu'il crée ce qui sera longtemps le corps d'armée le plus craint du monde, les janissaires. Donc à l'origine, jeunes chrétiens, ils seront prélevés en terre conquise sous le principe du Devshirme. Donc des registres indiquent que les levées, donc c'est-à-dire le fait de récupérer les enfants, avaient lieu tous les 3 ou 7 ans, causant la déportation de 1000 à 3000 garçons chaque fois qu'ils étaient chaque fois à chaque Devshirme. Euh, Ils étaient ensuite envoyés à Istanbul et Bousra. Une partie était destinée au système des janissaires et d'autres à servir dans les palais. Donc les autorités ottomanes s'arrêtent dans un village d'une province soumise et prennent un garçon tous les 40 foyers afin d'en faire des soldats d'élite. Si le procédé suscite des résistances et quelques drames humains, il s'agit aussi pour de nombreuses familles paysannes et sorties de la féodalité de fournir à leur descendance un avenir meilleur. En effet, en intégrant le rang des janissaires, les garçons prélevés se voyaient assurer une carrière toute tracée. Payés, nourris, nourris et logés, ils pouvaient gagner les grands cercles de l'État islamique et même pour certains prétendre au titre d'amiral ou de vizir. Par exemple, euh, le père des frères Barberousse, donc Hayrettin, Orouj et les deux autres dont j'oublie toujours le nom, Starfallah Rabbi, euh, en fait était un Albanais euh, pris sous le Def Shilme, qui a passé toute sa carrière militaire dans le rang des spahis, et qui à la fin, pour le remercier en fait de toutes ces années de bons et loyaux services, comme on dit, s'est vu attribuer des terres sur l'île de Meliten, donc Milli, et on lui a donné des terres là-bas, et donc est rentré dans le commerce, la pêche, etc. Ses fils l'ont suivi, et par la suite sont devenus les corsaires, puis les amiraux qu'on connaît. Je finis ce truc-là et je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce que certains trucs ils ne sont euh, peut-être pas précisés. Enfin bref, on va continuer. On va- Envoyés dans des familles d'accueil en Anatolie, sont d'abord élevés dans l'islam et employés comme main-d'œuvre à la terre. Envoyés ensuite à l'école des recrues, ils reçoivent une formation militaire des plus complètes et y apprennent un métier. Beaucoup deviennent soldats, d'autres intègrent le corps des ingénieurs, celui des maîtres chiens, des artisans ou des cuisiniers. On va juste faire une petite pause avant de continuer. En fait, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en fait, le principe du Def Shirme, du fait de récupérer un enfant sur 40 familles dans les villages et villes, villages et territoires conquis par les Ottomans, en fait, là, on rentre dans des questions de droit, notamment de droit liés au butin. Parce que, je pense comme beaucoup peut-être le savent, euh, le butin en islam peut autant être composé de biens matériels que de personnes.
principalement, le fait que les territoires islamiques aient des esclaves ne peut se faire uniquement que par j'ai envie de dire, le, la conquête de nouveaux territoires. C'est pour ça que, c'est pour ça que ils prenaient un quarantième des enfants, un quarantième, un enfant sur 40 familles, pour justement que, en fait, ce butin soit respecté. La question du butin soit respectée, mais tout en ne faisant pas, on va dire, une saisie massive, tout en ne faisant pas, en fait, une saisie massive d'enfants sur les territoires conquis. Il faut savoir que, et ça, ça sera développé beaucoup plus au cours de la lecture, mais en fonction hum, de certains paramètres, tu pouvais même rentrer directement au service du sultan, puis du calife, en tant qu'esclave, en fait, que jeune qui a été s'est pris sous le Defshirme. Et il faut savoir que la formation des enfants qui rentrent dans le Defshirme est une formation d'élite. Ils ont les meilleurs enseignants religieux qui les éduquent de manière religieuse. Ils ont les meilleurs scientifiques, linguistes, etc., qui les forment à la langue arabe, aux langue perse, langue turque, mais pas que. En fait, ils ont vraiment une éducation d'élite. Faut pas voir en fait le gosse rentrer dans le Defshirme comme, comme un gosse en fait qui est arraché à sa famille, maltraité, euh, malmené, etc. Non, c'est bien au contraire. Ils ont vraiment la meilleure des éducations, la meilleure des éducations, la meilleure des nourritures, les meilleurs statuts. Au fur et à mesure de leur apprentissage et de leur évolution dans le système du Defshirme, que ce soit d'un point de vue administratif, militaire, etc., ils ont un salaire. Les janissaires, le corps d'élite de l'armée ottomane, donc les janissaires, qui sont tous issus du Devshirme, avaient avaient des salaires qui étaient importants qui étaient très très importants pour l'époque. Si je me souviens bien, à prendre avec des pincettes cette information, parce que j'ai pas de un la source exacte en tête et c'est pas, je l'ai pas vu de registre direct de l'époque, mais en gros, le salaire d'un soldat, d'un janissaire pouvait aller à 20 dirhams par semaine, si je me souviens bien, par semaine. Donc ça fait du 80 dirhams par mois, si je me souviens bien. C'est un salaire qui est énorme pour l'époque. Si on te parle de salaire à... On te parle de salaire à... Peut-être l'équivalent de 4 ou 5 000 € par mois, en fait, tu vois. Peut-être même plus. Peut-être même beaucoup plus. Je pourrais pas vous redire exactement de tête, et comme je vous ai dit, c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais vraiment, c'était rentrer dans le Delchimé, c'est, dites-vous une chose, c'est vous rentrer dans l'élite, en fait, dans l'élite de la société administrative et militaire ottomane. À tel point que bah, des familles de musulmans, que ce soit des Balkans ou d'Anatolie, se faisaient passer pour chrétiens et faisaient passer leurs enfants pour chrétiens pour que leurs enfants aient la chance de rentrer dans le Devshirme. Donc vraiment, toutes ces questions-là, il y a des questions de droit, il y a des questions de droit à prendre en compte. Le Devshirme rentre complètement dans la question du droit islamique, du djihad et notamment dans la gestion du butin. Et ensuite, il y a aussi toute cette question d'organisation, de comment était organisé le Devshirme, qui faisait que
bah tu rentrais dans une institution d'élite. Et beaucoup derrière ont eu comme salaire justement la gestion de terres. C'est-à-dire on donnait des terres à des anciens du Def Shirme, des terres conquises, et en fait ils le géraient sans payer d'impôts dessus pour les remercier des services rendus à la nation, comme on dit. Donc ouais, vraiment, tu rentrais dans le Def Shirme sous les Ottomans, t'étais bien. Vraiment, t'étais bien. Faut arrêter de croire faut arrêter de croire que c'était une torture, quelque chose de la manipulation, etc. Non, d'ailleurs, même si ça rentrait dans le cadre du butin, euh, bah en fait, ça a aidé beaucoup justement les familles les plus pauvres des Balkans chrétiennes, parce que, entre guillemets, c'était une bouche de moins à nourrir, et souvent les paysans étaient pauvres. Ces régions-là n'étaient pas forcément des régions très riches. Donc avoir, entre guillemets, une bouche de moins à nourrir, ça arrangeait. Et aussi, il faut dire que la, la rumeur tournait autour de la bonne gestion du Def Shelme a fait très très vite le tour. Et du coup, en fait, beaucoup de familles chrétiennes dans ces régions-là espéraient que un de leurs enfants, notamment les plus jeunes, parce qu'ils ne prenaient pas des enfants dépassés un certain âge, justement, ils les prenaient assez jeunes pour éviter que cette cassure, en fait. En fait, ils prenaient des enfants entre 3 2 3 ans, ouais, plutôt 3 ans, entre 3 et 5 6 ans. Pourquoi? Parce que avant, généralement, l'enfant en fait était dans sa période d'allaitement, donc tu ne peux pas en fait imposer l'arrêt de l'allaitement. Et à partir de 5 6 ans, tu commences en fait à t'as passé déjà un peu trop de temps auprès de ta famille, et pour éviter justement que y ait cette cassure psychologique de tu sépares un gosse à sa famille et qui s'en rappelle et que on va dire la haine et la colère grandissent et tout. On prenait généralement des enfants entre 2 3 ans, c'est-à-dire à la fin, dès qu'ils n'étaient plus allaités, jusqu'à 4 5 ans, que, entre guillemets, les souvenirs commencent à venir. Et bien sûr aussi, il y a des gens qui ont profité du Def Shirme, du Def Shirme, qui ont eu un certain statut, mais qui derrière, par principe nationaliste et, euh, et volonté par principe nationaliste, etc., se sont opposés derrière aux Ottomans et ont combattu les Ottomans. Je pense par exemple à Vlad Tepes dit Vlad Dracul, donc celui qui inspira l'image du comte Dracula en Transylvanie, mais également un Bosniaque, un Bosniaque, mais j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom, mais pareil, il y avait un dirigeant bosniaque qui a mis beaucoup, pendant un petit moment, plusieurs décennies, en fait, des bâtons dans les roues aux Ottomans, jusqu'à ce que Mohamed Fatih vienne avec le gros de l'armée et lui-même à sa tête, et ne finisse par définitivement, en fait, euh, arrêter cet homme-là, et que derrière, la Bosnie ne rentre officiellement, en fait, sous domination ottomane. Et des exemples comme ça, il y en a quelques-uns. Ça reste. Si on écoute les historiens occidentaux beaucoup d'historiens occidentaux du moins, qui parlent justement, euh, des Ottomans, du Def Shirme, ils vont mettre en avant justement ces quelques exemples, épiphénomènes de gosses qui ont été en fait pris dans le Def Shirme, etc., et qui par la suite se sont rebellés contre les Ottomans, comme étant quelque chose qui aurait démontré que le Def Shilme était quelque chose d'horrible, alors que c'est faux. Et si on commence à creuser sur les origines de ces gens-là, les 3 quarts du temps, ce sont des gens qui sont issus de familles nobles importantes et influentes de leur région.
Vlad Tepes euh, était le fils d'un seigneur, était le fils du seigneur précédent de la Transylvanie qui s'est soumis aux Ottomans, qui a essayé de les combattre et qui a perdu et qui s'est soumis. Et Mourad II, donc le père de Mohamed Fatih, de Sultan Fatih Mehmed, pour justement démontrer sa force et être sûr que ce dirigeant ne s'oppose pas au, ne s'oppose pas et ne s'attaque pas aux Ottomans et continue de payer le tribut, prend ses deux fils dans le Devshirme. Pareil, le Bosniaque dont je vous parlais plus tôt, dont je perds toujours le nom, pareil, il est issu d'une famille noble. C'est pas quelqu'un de basse extraction, comme on dit. C'est pas quelqu'un qui est issu de famille de paysans ou ou de petits commerçants, de forgerons. Non, c'est quelqu'un qui est issu de la noblesse. C'est pour ça que généralement, ceux qui, après leur service en tant que janissaires dans le Devshirme, etc., revenaient dans leur terre et se rebellaient contre les Ottomans, en fait, c'est pourquoi? Parce que ces gens-là étaient issus d'une forme de noblesse et étaient issus de familles importantes de ces territoires-là. Voilà pourquoi est-ce que ces gens-là combattaient les Ottomans et combattaient même certains seigneurs locaux de leur territoire qui voulaient justement maintenir la paix avec les Ottomans. Si c'était des territoires tributaires des Ottomans, donc qui payaient un tribut vassaux des Ottomans, voulaient maintenir justement le fait de payer le tribut, etc. C'est en ce sens où quand Vlad Tepes, Vlad Dracul reprend le pouvoir avec le soutien des Ottomans, avec le soutien des Ottomans et notamment de Mohamed Fatih, euh, reprend le pouvoir, bah, décide de massacrer tous les boyards qui étaient l'équivalent des aristocrates de Transylvanie. Pourquoi? Parce que beaucoup de boyards en fait voulaient garder euh, la vassalité des Ottomans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enrichis grâce à cette vassalité, même s'ils payaient un tribut. Et Vlad Tepes a toujours gardé une haine contre les Ottomans. Malgré tous les bienfaits, il a grandi au sein même du palais de Mourad II. C'était presque un frère adoptif pour Fatih Sultan Mehmed. Ils ont quasiment tout le temps grandi ensemble. Et, euh, et lui a toujours gardé cette haine et cette rancœur contre les Ottomans. Et c'est en ce sens quand les boyards ont dit non mais ok t'as pris le pouvoir, t'as quand même été formé chez les Ottomans, on ne leur désobéit pas, on continue à payer le tribut et ça ira bien pour tout le monde, tu vois. Non, lui il s'est opposé à ça, il a fait tuer la grande majorité des boyards de son temps. Et donc ça c'est des gens qui ont été aussi formés au Devshirme, c'est pour ça que après Fatih Sultan Mehmet, lorsque des territoires étaient soumis, on ne faisait pas forcément, et que des trêves étaient signées, on ne faisait plus rentrer justement euh, les fils des seigneurs locaux, etc., qui ont été soumis dans le Devshirme pour éviter justement pour éviter justement qu'il y ait des nouveaux Vlad Tepes ou des nouveaux seigneurs bosniaques qui étaient dans le Devshirme qui après s'opposent aux Ottomans et sachant que eux ont été formés au sein même du corps de l'armée ottomane et de l'administration ottomane, connaissent leur mentalité, leurs méthodes militaires, etc., etc. Donc du fait de leur statut, reprenons la lecture, du fait de leur statut, les janissaires bénéficient alors de grands privilèges et le lien familial n'est souvent pas rompu. Ils peuvent rendre visite à leurs parents, les faire venir en territoire ottoman et même leur envoyer de l'argent. Vivant dans des casernes, ils sont toutefois frappés de quelques interdits. Donc se laisser pousser la barbe, pour eux c'est interdit de se laisser pousser la barbe, ils ont le droit uniquement de laisser pousser la moustache. Se marier leur est dans un premier temps prohibé et ils ne peuvent avoir de regard sur quelconque propriété.
Ça, c'est dans les premiers temps, en fait, justement, de leur statut de janissaire. Tous développent alors en grandissant un fort lien de fraternité qui ne va cesser de fortifier leur rang. Les troubles internes sont inexistants et ils font preuve sur le terrain et dans les épreuves d'une cohésion rarement observée. Forts et redoutés, ils forment en fait assez rapidement l'épine dorsale de l'armée ottomane, en se substituant aux autres corps d'infanterie auparavant utilisés. Leur premier grand fait d'armes est la bataille de Nicopolis, qui a été gagnée en 798 de l'Hégire, soit en 1396, contre les croisés de Hongrie. Un premier fait d'armes, enfin, en fait, le problème, c'est que beaucoup de batailles qui ont eu lieu dans les Balkans, et même qui ont été gagnées contre les Ottomans dans les Balkans avant la prise justement de Constantinople, étaient appelées des croisades. Sauf que quand vous allez dans le cours sur les croisades et que vous regardez justement l'annexe que j'ai fait un peu introductive, un peu une introduction un petit peu générale au principe de croisade avant la première croisade et tout. En fait, on ne peut pas considérer ces batailles comme étant réellement des croisades. Oui, c'est une coalition de différents États et de différentes nations chrétiennes s'opposant à l'expansion des Turcs ottomans, mais on ne peut pas réellement appeler ça en soi une croisade. C'est une coalition chrétienne, mais on ne peut pas appeler ça une croisade en soi. Bien d'autres suivront. Donc après la bataille de Nicopolis. Leur hardiesse au combat étonne alors autant que l'obéissance qu'ils montrent envers le sultan. Leur seule arrivée aux portes d'une ville pouvait aussi souvent suffire à faire plier l'ennemi, s'ils ne sont pas plus de 1000 à leur début, formant d'abord une sorte de garde prétorienne. Ils ont ils ont quelques 5000 lors de la conquête de Constantinople. Ils sont quelques 5000 lors de la conquête de Constantinople en 857 de l'Hégire, soit en 1453. Et près de 140 000 au XIIIe siècle de l'Hégire, soit au XIXe siècle grégorien. Les janissaires constituent in fine la première armée véritablement moderne dans son organisation. Elle est d'ailleurs l'une des premières à bénéficier d'un uniforme unique, notamment caractérisé par l'immense coiffe que les janissaires portent sur la tête. Directement placés sous les ordres du sultan, ils ont à leur tête un hara, genre de général et accessoirement l'un des personnages les plus importants de l'Empire. Quand ils ne sont pas au front, ils servent de garde ou de policiers, en patrouille, en ville, et on les voit même endosser le costume du pompier en cas d'incendie. Véritables héros du peuple, tant ils sont derrière l'ensemble des grandes victoires de l'Empire ottoman, les janissaires commencent cependant à gêner de plus en plus de monde à partir du Xe siècle égérien, soit le XVIe siècle grégorien. Euh, Serviteurs immédiats du sultan, certains n'hésitent pas à profiter de la crainte des petites gens à leur égard pour abuser d'eux. Des janissaires en permission se servent gratuitement dans des magasins, d'autres font dans leur raquette contre l'obtention d'une sécurité, à l'image de la mafia actuelle. Et nul n'ose généralement se plaindre devant un juge par peur de représailles. Gagnant en nombre et en force, au gré des années, ils causent aussi des révoltes qui font date. Bayezid II, donc le fils de Fatih Sultan Mehmet, en subit les conséquences en 918 de l'Hégire, soit en 1512. Mourad III en 1003 de l'Hégire, soit en 1595 du calendrier grégorien. Osman II en 1031 de l'Hégire, soit en 1622 du calendrier grégorien. Ibrahim Ier en 1058 de l'Hégire, soit en 1148 du calendrier grégorien. 1648, pardon. Mustafa III en 1188 de l'Hégire, soit en 1774 du calendrier grégorien. Selim III en 1222 de l'Hégire.
ou en 1807 du calendrier grégorien. Et enfin Mustapha IV en 1223 de l'Hégire, soit en 1808 du calendrier grégorien. Pour le sultan Mahmoud II, c'en est trop. Le 10 de Zul al-Qaïda de 1241 de l'Hégire, soit le 16 juin 1826 du calendrier grégorien, il donne le signal. Les janissaires sont massacrés à coups de boulet, incendiés dans leurs casernes ou égorgés dans les rues. En quelques semaines, près de 120 000 d'entre eux trouvent la mort dans tout l'Empire. Les rescapés fuient notamment à Alger, où ils doivent affronter les troupes françaises lors de leur invasion de la région en 1245 de l'Hégire, soit en 1830. Mais l'ordre des janissaires est définitivement dissous après plus de 400 ans d'activité. Donc les Rourides et Moroles dans le sous-continent indien, les Hafsides et les Saadiens au Maghrib, les Askia en Afrique de l'Ouest, etc. Tous auront aussi l'usage à des degrés et des proportions diverses d'esclaves dans leurs armées. Maolai Ismail, quatrième sultan de la dynastie alaouite, ayant régné sur le Maroc de 1883 de l'Hégire à 1139 de l'Hégire, donc c'est-à-dire de 1672 à 1727 du calendrier grégorien, sera peut-être le dernier souverain ayant fait un usage intensif d'esclaves dans ses armées. Des esclaves, pas tout à fait, du moins pas au départ. Pour les mêmes raisons avancées par les califes des premiers siècles de l'islam, passivité des Arabes et Berbères locaux, crainte de soulèvement, etc. Maulay Ismail va ainsi chercher à se créer de toutes pièces une armée faite de soldats placés sous le joug de la servitude. Mais les possibilités de se procurer des esclaves ici sont plus difficiles. En cherchant en Europe n'est plus aussi aisé. Al-Andalus n'existe plus. Et il n'a comme voisin à l'est et comme au sud plus que des musulmans. C'est-à-dire qu'il est uniquement entouré de musulmans et on ne peut pas mettre en esclavage un musulman. Moulay Ismail entrevoit alors une solution dans la présence de ces dizaines de milliers de Noirs habitant le pays. Descendants d'esclaves capturés un siècle plus tôt en Afrique de l'Ouest, après l'invasion saadienne de l'Empire du Sonrail, ces Noirs sont à ce moment des individus libres, bien que souvent liés à entre guillemets un patron, à la manière d'un Maola. Fils ou petit-fils d'affranchis, ils sont musulmans et vivent au milieu des Arabes et des Berbères de la région. Mais les voilà à ce moment appelés à s'enrôler dans l'armée et à se déposséder de leur titre de citoyen libre. C'est la naissance du fameux corps des Abid al-Bukhari. Donc ils auraient eu ce nom du fait qu'ils devaient jurer allégeance au sultan, la main sur un exemplaire du célèbre recueil de Ahadith de Sahih Bukhari. Pour justifier son geste aussitôt dénoncé par de nombreux ulama locaux, Moulay Ismail déclarera qu'ils avaient jusqu'ici été gardés bien que libres en tant que bien de main morte pour la défense de l'islam. Cet enrôlement forcé est précédé par un désarmement des populations libres arabes et berbères, le désarmement qui n'a pas manqué de soulever des réprobations. Donc l'érudit Al-Hassan al-Youssi ne manquera pas de rappeler au sultan en notant que le désarmement du pays n'était qu'un entre guillemets détournement de pouvoir, une outrance impie et funeste. Et sera très organisé. Donc un désarmement des populations libres arabes et berbères sera très organisé. Logé dans une des 76 fortifications entretenues par la dîme des paysans autour que compte le pays, de la dîme des paysans autour que compte le pays. Chaque noir né sous le sol alaouite était passé un certain âge formé au métier des armes, de l'artisanat, ainsi qu'à l'équitation et à l'islam. À 16 ans, il partait à l'armée après s'être marié et placé dans une autre caserne, avec femme et enfants.
Puis le procédé recommençait avec le ou les enfants nés de ces couples. Les filles, elles, apprenaient le ménage et la cuisine, et leur éducation faite, on leur payait la dot et le trousseau avant de les envoyer vers un mari. Fondé sur un critère racial et basé sur la reproduction des esclaves entre eux, cet esclavage-là ressemble à bien des égards à celui pratiqué au même moment de l'autre côté de l'Atlantique dans les plantations américaines. Mais là encore, l'analogie souffre d'un manque d'éléments concordants. Ici, point de corps lacérés à coups de fouet ou de baraquement insalubre. D'après An-Nasiri, leur puissance et leur richesse, la grandeur de leurs maisons et de leurs palais, le nombre de leurs chevaux de race, le choix de leurs armes, l'étendue de leur fortune et la beauté de leurs costumes avaient atteint un degré auquel personne n'était parvenu avant eux. Donc c'est-à-dire que on peut le seul parallèle qu'on peut faire entre les esclaves de l'autre côté de l'Atlantique et les Abid al-Bukhari, c'est que euh, on les mariait et on les faisait entre guillemets se reproduire uniquement entre eux pour justement perpétuer euh, un certain héritage et un certain lignage en fait de Abid al-Bukhari pour éviter que justement si on impose entre guillemets d'une certaine manière un métissage entre eux, euh, qu'en fait justement on soit obligé derrière d'arrêter justement la perpétuation justement de cette élite de l'armée alawite à l'époque de Moulay Ismail. Donc les Abid al-Bukhari sont des esclaves dans le sens où ils sont la entre guillemets propriété d'un maître, c'est-à-dire le sultan, à qui ils doivent obéissance. Mais rien ou presque ne fait d'eux des esclaves dans le sens entendu aujourd'hui. D'après Mouette, célèbre captif français à Meknès, ayant rédigé ses mémoires après libération, chaque soldat noir avait en outre son cheval, son sabre et son fusil, ce que le commun des individus libres ne pouvait que rarement réunir en sa possession. De fait, l'attribution d'immenses prérogatives au Abid al-Bukhari avait provoqué comme une espèce de formidable renversement de la suggestion entre noir et blanc. Pendant tout le règne de Moulay Ismail, et dans une moindre mesure après lui, des esclaves étaient ainsi au sommet de l'échelle sociale et économique du pays, loin devant les petites gens, berbères et arabes, auprès de qui ils avaient aussi une fonction de police et de percepteur des impôts. Les Abid al-Bukhari recevaient en outre un salaire et pouvaient aisément entrer en politique. Nombre d'entre eux sont devenus des chambellans, des vizirs et des gouverneurs de province. Ironie du sort, il a fallu qu'ils soient réduits à l'état d'esclaves pour que les Noirs du pays, jusqu'ici de modestes artisans ou paysans au service d'un patron, obtiennent de telles places. Les diverses estimations de leur nombre laissent apparaître un total de 200 000 Abid al-Bukhari à leur maximum, ayant servi le sultan. Tous n'étaient cependant pas noirs, mais métis, du fait des nombreux mariages entre un Abid et une fille de renégat. Donc les renégats, c'était des Européens devenus musulmans après une saisie en mer ou une migration volontaire vers une nation musulmane. Après de nombreux soubresauts, ils seront définitivement destitués par le sultan Sidi Mohammed dans la dernière partie du XVIIIe siècle chrétien. Donc, ce sultan est notamment resté célèbre pour son adoption du wahhabisme et pour avoir fait du sultanat alawite le premier pays musulman à reconnaître officiellement les États-Unis. Euh, Ali Bacha à Tunis va tenter la création d'un même corps, celui des Bawaba, lesquels, à leur apogée, seront entre 30 et 40 000. Sorte de force palatiale constituée de cavaliers et même d'huissiers, ils joueront un rôle beaucoup moins marqué, ils disparaîtront au bout de quelques décennies. Euh, ok.
regarde un petit peu. Ok. Mhm. Ok. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Shahid, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des questions, soit à l'écrit, soit à l'oral, si ça te dérange pas d'être enregistré? Sidi Mohamed. En fait, c'est ouais, on est vers la fin des Alaouites en fait, et on est peu de temps avant en fait la colonisation, enfin le protectorat du Maroc, donc vraiment fin 18e siècle. Et en fait, la spécificité de ce Sidi Mohamed, euh, de la dynastie des Alaouites, en fait, c'est qu'il a importé d'une certaine manière le wahhabisme en fait au Maroc. Et même si c'est pas resté officiel, hein. En fait, en gros, c'est sans forcément prêter officiellement allégeance. En tout cas, il a reconnu le côté Mujaddid de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, a combattu l'influence des marabouts et des tourouks soufis au Maroc, et aussi en parallèle a reconnu l'État des États-Unis, tu vois. Exactement. Mais tu vois, et ça, c'est des trucs, tu vois, je le dis pas forcément ouvertement à certains nationalistes marocains, mais il faut pas oublier que vous critiquez les Wahhabis, etc. Mais en fait, c'est les pires dingueries qui ont été faites au Maroc euh, sur les traditions locales, notamment les tourouks soufis, etc., etc. En fait, c'est lorsque quelqu'un a reconnu un sultan marocain, donc Sidi Mohamed, en fait, a reconnu le wahhabisme comme étant en fait un- comme étant une forme de revivification et de réforme en fait de la sunna et de la méthode traditionnelle soi-disant islamique euh, et l'a appliquée en fait dans le pays. Voilà. Donc c'est un peu ça le problème. Mais en fait, c'est là on a vu à travers ces différents exemples, c'est ça en fait qui est important à mettre en avant, c'est que peu importe l'origine, tu prends les janissaires qui étaient souvent des chrétiens issus des Balkans, mais pas que, c'était les trois quarts du temps c'était des chrétiens issus des Balkans. Donc tu prends les janissaires, tu prends les Abid al-Bukhari au Maroc. Ce sont des gens en fait qui ne sont pas issus entre guillemets excusez-moi de dire ça comme ça, mais de la race majoritaire en fait du pouvoir. Comme je le disais plus tôt, les janissaires qui entraient dans le Devshirme étaient très souvent issus de familles chrétiennes des Balkans, serbes, bosniaques, bulgares, etc., etc. Les Abid al-Bukhari étaient souvent soit des gens descendants d'esclaves, descendants en fait d'esclaves ouest-africains, avec notamment la conquête du Sonrail. Et donc c'est des Noirs descendants d'esclaves de cette époque-là. Et aussi d'une certaine manière de certains métis blancs de certains métis qui sont dus aussi à échelle un peu moindre, mais issus aussi justement d'esclaves blancs européens récupérés suite
suite à des batailles en mer, des razzias sur des bateaux commerciaux, militaires, etc. Et récupérés en tant qu'esclaves euh, dans les territoires islamiques, et notamment, bah, par exemple, la République, entre guillemets, pirate de Salé, exemple. Euh, voilà, vraiment, les questions d'ordre racial, en fait, sont pas ou peu importantes. En fait, c'est plus le traitement et l'élévation sociale que pouvaient avoir les esclaves dans le monde musulman qu'ils n'ont jamais connu dans le monde occidental. Oui, Shahid, tu voulais dire autre chose? Hmm, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si on reste, par exemple, sur les Abid al-Bukhari, d'accord? Donc, les soldats d'élite de l'époque de Maulay Ismail. Certes, le dirigeant était euh, arabo-berbère, entre guillemets, arabe ou arabo-berbère. La majeure partie de la population était arabo-berbère. Euh, mais cette élite d'esclaves, en fait, ont atteint des degrés d'importance et de stature sociale, en fait, que aucun arabe ou berbère libre n'aurait pu atteindre à la même échelle, en fait. C'est pour te dire, c'est pareil, les janissaires qui étaient des esclaves issus du butin de guerre sur des siècles, venus des Balkans, etc., ont pu atteindre des postes d'importance militaire ou même politique au sein des Ottomans que que à part quelques familles de nobles turcs ottomans, en fait, ont hérité de leurs ancêtres. Mais personne ne pouvait arriver uniquement par son travail à atteindre les degrés que les janissaires pouvaient avoir de par uniquement leur statut de janissaire, en fait. Et c'est ça qui est important à prendre en compte dans le monde musulman. C'est que, oui, esclavage dans le monde musulman, oui, c'est pas tout beau, oui, c'est pas tout rose, faut pas non plus embellir le truc, mais j'ai envie de dire, c'est une des rares, voire je crois que les seuls qui ont fait des choses un peu équivalentes, c'était les Chinois. Vraiment, c'était les dynasties chinoises. Mais les musulmans peuvent être parmi les rares, voire les seules dynasties du monde à se vanter que leurs esclaves peuvent avoir une ascension sociale, en fait. Et pas des moindres. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Shahid, ou on s'arrête là? Ouais, chic. Et vraiment, c'est juste pour appuyer sur ce truc-là, c'est vraiment prenez conscience que on est une des seules civilisations, avec peut-être les Chinois, si je me souviens bien, à permettre aux esclaves d'avoir une réelle ascension sociale. Quand je te dis ascension sociale, c'est pas uniquement t'es esclave, on te libère et t'ouvres ta petite boutique. Non, c'est de rentrer dans les plus hautes sphères importantes de l'État, que ce soit d'un point de vue militaire ou même politique. C'est, on parle de gens, par exemple, les Mamelouks, qui étaient des esclaves à la base, ont créé leur propre dynastie, ont fait trembler les Mongols et les chrétiens et les croisés, en fait. Alors qu'à la base, c'était des esclaves. Tu vois, c'est. Et ils gardaient d'ailleurs ce statut d'esclave, hein, attention, hein, ils ne se sont jamais auto-libérés. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'était un réel sultanat, émirat, avec des esclaves à leur tête, en fait. Et qui d'ailleurs assurait la protection des derniers califes abbassides, avant que les Ottomans, en fait, ne conquièrent l'Égypte et le Hijaz. Voilà. Prenez conscience de ça, vraiment. Je pense que c'est une des informations les plus importantes en fait à prendre dans ces cours-là. C'est que
être esclave en terre d'islam n'est pas une fin en soi. Tu peux être esclave toute ta vie et atteindre un degré de responsabilité au sein de l'État que personne ne peut atteindre d'autre, à part si ce n'est par héritage familial en fait. Et tu peux atteindre les plus hauts degrés de l'État et être même des fois celui qui susurre à l'oreille du sultan ou du calife. Vraiment, prenez ça en compte. Et que pareil, on l'a vu plus tôt, dans certains moments, à certains moments, des esclaves soldats turcs, en fait, par insatisfaction de la politique de certains sultans et de certaines décisions politiques, faisaient des coups d'État contre leurs dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les les positions qu'ils prenaient et tout étaient problématiques pour la gestion de l'État. Et donc c'est pour vous dire, quand tu as un esclave soldat qui est tellement proche du pouvoir et du dirigeant que tu peux te permettre de faire un coup d'État contre lui, j'ai envie de te dire, c'est quel type d'esclave ça en fait, tu vois? Vraiment, c'est quel type d'esclave? Bon, allez, on s'arrête là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بزيت جما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وفيك وعليكم السلام ورحمة الله